Yorana. Yorana. Merci d'avoir accepté notre invitation de ce soir. Tavana, alors l'appel dans le cadre de l'affaire Radio Tefana sera examiné au mois de mars prochain, à l'approche d'échéances électorales. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Oh, je suis serein, hein, et le jugement de Radio Tefana a été reporté à cause, comme vous l'avez très bien dit, hein, la pandémie, et l'avocat de Radio Tefana, M. David Koubi, était également avec des problèmes de santé, donc ça veut dire qu'au mois de mars, il sera là. Alors, comment est-ce que vous envisagez la suite si votre première condamnation venait à être confirmée dans cette affaire? Ah ben, on ira en cassation, hein, et on ira jusqu'à la Cour européenne de justice, parce que cette affaire, c'est une affaire éminemment politique, hein. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. C'est suite à la plainte que j'ai déposée à La Haye en octobre 2018, quand j'ai annoncé à l'ONU que je venais de déposer plainte contre les différents présidents français encore en vie, pour rappeler ce que M. Macron a dit à Alger, hein, la colonisation est un crime contre l'humanité, c'est exactement ça. C'est pas ça qui va vous stopper. Je l'ai stopper. fait en tant que Français. Or, j'ai l'impression d'être jugé en tant que terroriste, en tant que, je sais pas. Hein. C'est pas ça qui va vous stopper pour participer aux prochaines échéances électorales. Oh, c'est pas un souci pour moi. Hein. Une question toujours d'ordre politique. Tavana, Gaston Floss a annoncé sur notre plateau hier soir se porter candidat aux prochaines législatives. Vous en pensez quoi? Ah ben, ce que je peux vous dire, nous avons 3 candidats, des jeunes, justement, un jeune à propriété qui a 21 ans, un jeune qui connaît bien la politique de notre pays, qui fait encore des études en France et qui est très diplômé. Alors, choisir entre un jeune de 21 ans, pour moi, c'est ça l'avenir. Ensuite, il y a Steve Chailloux et bien sûr, Moïse Brodersand. J'ai vraiment envie que ces trois-là gagnent ces élections, parce qu'il faudra tout de suite mettre en place un comité pour discuter avec la France, bien sûr, à l'ONU, les accords de coopération qu'il faudra mettre en place. Ça va durer, je ne sais pas, 3 ans, 4 ans ou 5 ans de discussion, mais c'est une urgence de mettre en place ce comité de négociation sous l'égide des Nations Unies. Merci Oscar Temarou pour cette première intervention. Vous restez avec nous puisque nous allons à présent aborder 2 axes politiques qui vous tiennent à cœur, la souveraineté et les ressources sous-marines de la Polynésie. Sur ce deuxième point, je vous propose d'écouter le président de la République, Emmanuel Macron, qui lors de son déplacement au Fénois a exhorté le gouvernement à être vigilant sur la convoitise d'autres nations. Regardez. Vous avez raison de dire que l'approche de terres rares, minerais rares et les fonds marins sont un trésor. Et là-dessus, c'est pour moi un continent à défricher. Nous avons une politique spatiale ambitieuse, nous avons aussi une politique maritime ambitieuse. Ce que je veux que nous puissions faire, grâce à cette zone économique exclusive, et en particulier à ce que nous avons ici en Polynésie, c'est protéger d'abord ces terres, empêcher la prédation extérieure, parce qu'on le voit, le sujet des terres rares a été un sujet de prédation de toutes les puissances régionales durant ces dernières décennies, coopérer avec les autres puissances indo-pacifiques et développer, investir en matière de recherche. Oscar Temarou, on revient avec vous. Alors, le président de la République a déclaré à son retour en France vouloir mettre l'exploration des grands fonds marins comme l'une des priorités du plan d'investissement France 2030. Comment interprétez-vous ces déclarations? Moi, j'appelle ça d'abord de la néocolonisation. Hein, moi, je pense que c'est une époque qui est révolue. Le 10 décembre 2020, l'Organisation des Nations Unies rappelle à l'État, puisque l'État est intervenu lui-même pour demander le retrait de notre pays sur la liste des pays à décoloniser. Donc, l'Assemblée générale des Nations Unies rappelle à la France notre droit de souveraineté. Là, il est en train de prendre notre droit de souveraineté et également notre droit de propriété sur toutes ces ressources qui sont ici chez nous. Bien sûr, c'est pour ça que je dis qu'il faut absolument qu'au mois de juin prochain, que nos 3 élus, nos 3 députés sortent vainqueurs de ces élections. C'est très, très, très important parce que c'est le seul argument utilisé par la France à l'ONU pour dire que la population de notre pays ne veut pas entendre parler d'indépendance. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas informés. On a déjà, ils ont demandé visiter une mission à venir chez nous pour informer cette population. C'est une question d'information.
L'indépendance n'est pas un crime, bien au contraire, c'est un droit que tout le monde doit respecter. Justement, pour en revenir avec l'indépendance, le référendum d'autodétermination en Nouvelle-Calédonie a porté le non, l'a emporté. Vous vous êtes exprimé à ce sujet. Oui, c'est une affaire qui est loin d'être terminée. D'ailleurs, c'est une élection qui n'est pas reconnue par l'ONU, étant donné que les premières personnes, le peuple intéressé dans cette affaire, le peuple qui a été colonisé, le peuple kanak, n'a pas participé à ces élections. Donc c'est une mascarade, comme le dit le copain Wamiton. C'était un accord entre vous et le leader indépendantiste aussi de Nouvelle-Calédonie, Jean-Marie Tjibaou, que la Polynésie allait emboîter le pas à la Nouvelle-Calédonie dans justement l'indépendance. Aujourd'hui, il faut faire vite. Je dis qu'il faut faire vite. Peut-être que je pourrais gagner ce pari. Voilà ce qui s'est passé à New York avec Jean-Marie Tjibaou quand on a vu tous ces drapeaux devant le bâtiment de l'ONU. Jean-Marie me dit, Oscar, je te parie, notre drapeau sera ici à l'ONU avant le vôtre. Je lui dis, je ne sais pas, en Paris. Mais malheureusement, il n'est plus là. Bon, c'est une boutade, mais c'est un droit que toutes les nations doivent respecter, le droit des peuples à l'autodétermination. Grand, petit. Comment ? Vous allez continuer votre combat malgré tout ? Mais bien sûr, c'est le combat le plus noble, c'est le seul combat qui compte. Tout le reste, c'est n'importe qui peut le faire. Alors, Tavana, on va venir sur l'actualité sanitaire du FENUA, les dernières mesures économiques prises par le gouvernement. Quelle est votre position, notamment sur la TVA sociale ? J'ai déjà eu l'occasion de rencontrer notre ministre des Finances, M. Imonique Raffin, à l'époque où il était directeur de la CPS. Et nous avons parlé des problèmes de santé de notre pays et les dépenses. Bon, on s'est quitté là-dessus, et puis ensuite, je l'ai vu ministre des Finances. Il y a des possibilités de diminuer les dépenses de santé dans notre pays. Je ne sais pas, je pose une question ici, et peut-être c'est une question qui doit se poser dans le monde. Pourquoi on ne pourrait pas payer les médecins suivant leur performance ? Ce que je veux dire par là, que l'on paye les médecins une fois que la personne qui a été consultée, qui a été prise en charge, soit guérie. Avant d'être payé. Parce que là, j'ai l'impression que vous rentrez dans le cabinet d'un médecin, vous commencez déjà à payer. Que vous soyez guéri ou pas, ça va durer des années, ça continue, ça coule comme... C'est pas possible, ça. Voilà des dépenses qu'on pourrait diminuer. Ensuite, quand je vois les repos médicaux qu'on accorde, même pour des problèmes mal aux cheveux, tout ça, repos médical, qui prend en charge tout ça ? C'est la CPS, c'est nous qui prenons en charge. Ça nous coûte 60 milliards par an, mais c'est pas possible. Je sais qu'il y a eu à l'époque une enquête, il y a eu des médecins qui arrivaient à consulter 100 malades par jour. C'est pas possible, c'est inadmissible. Il y a des possibilités de diminuer des dépenses, il y a d'autres dépenses qu'on peut diminuer. J'avais parlé à un moment donné de faire venir des médecins de Cuba. Moi, je vous dis une chose, si c'était les médecins cubains qui étaient ici, on aurait tout de suite diminué de moitié. Au lieu de 60 milliards, tout de suite, je parie, on serait à 30 milliards de dépenses. Donc, on n'a pas besoin de faire ces nouvelles taxes. Ils ont fait un calcul. Pour la première année, à partir du mois d'avril, ça sera 12 milliards pour 2022. Et à partir de 2023, ça va être 14 milliards tous les ans que nous allons payer. Mais ce n'est pas possible. Et c'est trop facile de faire ça. Merci, Tavana, pour votre intervention. Un mot avec l'approche de la nouvelle année, des fêtes de fin d'année. Je souhaite quand même mes meilleurs vœux à tout le monde et la prospérité pour tous. Voilà ce que je souhaite pour notre population, pour notre pays, et qu'on soit le plus tôt possible un peuple libre, comme toutes les nations de ce monde. Merci. Voilà. Oscar Maruru. Merci.